Ok, il est 11 heures. Il est donc l'heure de commencer. On a 1/2 heure ensemble pour parler donc du recrutement. Aujourd'hui, on est 3 pour vous parler. Donc, vous avez Tristan, qui est notre partenaire chez Kiss My Job, notre partenaire recrutement. Bonjour. C'est notre expert en matière de solutions de recrutement et de marque employeur. Vous avez Romain, qui est Bonjour aussi à tous. présent, qui est notre responsable commercial sur les solutions SIRH, donc qui échange beaucoup avec tous nos clients, tous nos prospects sur la problématique SIRH, et moi-même qui suis en charge du marketing sur les solutions proposées par Assis. Alors, on a voulu commencer ce webinaire avec une petite image qu'on trouvait sympa. En préparation du webinaire avec Tristan et Romain, en fait, on échangeait beaucoup sur la posture du candidat pendant le processus, sur la manière dont il candidatait. Et Tristan me disait, l'employeur doit faciliter au maximum tout le process. Il doit vraiment, faut que ça soit très fluide. Et puis je lui disais, mais attends, du coup, on va avoir une masse de candidats qui vont être un peu des enfants un peu gâtés, qui vont faire le moins d'efforts possible pour candidater chez moi. Et puis l'employeur va se plier à toutes leurs exigences. Et puis Tristan me dit, ben oui, en fait, c'est la réalité du marché. Après, c'est le job du Mmh. RH d'aller valider avec le candidat lors des entretiens, lors des échanges, qu'il a des valeurs communes avec la société, qu'il s'identifie à la marque employeur, qu'il va bien correspondre au job par ses compétences, son savoir-faire, son savoir-être. Mais vraiment, le but, c'est de simplifier toute la procédure de candidature. Et c'est sur cette partie-là qu'on voulait faire ce webinaire aujourd'hui. Parfait, à nouveau bonjour et bienvenue à tous. Moi, à titre d'introduction, je serai extrêmement bref. Ce que je vous propose tout simplement, comme vient de l'évoquer rapidement Delphine, c'est de replanter le décor en s'accordant déjà sur, le constat de départ et donc sur les enjeux du recrutement qu'on va mettre en avant. Clairement, si on est déjà très nombreux ce matin connectés sur ce webinaire, c'est parce qu'on a tous, vous avez bien conscience que cette discipline est particulièrement difficile dans le contexte actuel. Vous vivez ces difficultés, vous les lisez, vous les entendez tous les jours et on en arrive même à un point où lorsque vous avez fini votre journée et vous avez pratiqué le recrutement dans vos organisations, même le soir devant votre journal télévisé, on vient vous rappeler que, comme vous, 82 des entreprises ont des difficultés à embaucher, qu'il est de plus en plus difficile d'attirer les talents, de plus en plus difficile de donner la visibilité à vos offres, de plus en plus difficile de séduire les bons candidats. Et tous nos clients nous disent la même chose. Alors voilà, à partir du moment où on s'accorde sur ce constat-là, on sait qu'il faut performer, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire plus vite, qu'il faut faire plus fort, d'où notre petit parallèle avec les Jeux Olympiques, hein, c'est un petit peu d'actualité. Alors aujourd'hui, voilà, on va vous proposer de faire du recrutement un sport de haut niveau, et puis à l'appui de l'expertise que Tristan va nous dévoiler maintenant, on va devenir des vrais athlètes du recrutement. Et Tristan, je te passe la main pour nous dévoiler tes secrets. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de se positionner finalement à la place du candidat et de vous éviter finalement tous les freins au recrutement. Tout d'abord, en essayant d'attirer un maximum de candidats sur votre espace de candidature, d'attirer les bons profils et surtout de ne pas les faire fuir au moment où ces internautes pourraient se transformer en candidats. Parce que tant qu'ils ne vous ont pas envoyé leur candidature, ils ne sont pas encore candidats, ils ne sont pas encore dans votre CV Tech. Et il y a tout un tas d'astuces que je vais vous donner là dans les secondes qui viennent. Et puis derrière, une fois qu'ils sont arrivés dans votre processus de recrutement, il faut essayer de les fidéliser. Et il y a tout un tas d'astuces également pour communiquer correctement auprès du candidat et également auprès des managers. Il ne faut pas oublier que le manager, finalement, c'est le vrai recruteur derrière. Et donc, le processus de recrutement, il est totalement tripartite. On va en parler ensemble. En dernier lieu, il y a la partie onboarding. Oui, la partie onboarding, c'est vrai qu'on vous l'a mis là parce qu'en fait, une fois que votre candidat vous dit oui, il n'est pas encore chez vous et pourtant c'est déjà votre collaborateur. Donc en fait, on vous donnera aussi en lien un replay vers un webinaire sur l'onboarding qu'on a réalisé il y a quelques semaines et qui vous donne quelques idées de process pour onboarder vos collaborateurs et les fidéliser dès le début. Hop là. Alors il y avait un chiffre qu'on avait trouvé aussi en préparant ce webinaire qui nous paraissait intéressant, c'était les 76 de candidatures qui se font aujourd'hui sur mobile. Donc en fait, il y a un vrai changement d'habitude chez les candidats et puis c'est à vous de vous adapter là aussi encore. Donc traduction pour être très concret à ce niveau-là, ça veut dire effectivement qu'à l'instant T, si je comprends bien, tous ceux qui n'ont pas, un support mobile pour diffuser leurs offres passent concrètement à côté de près de 80 des candidats potentiels.
Oui, et il faut bien penser que le mobile, il ne faut pas seulement que les annonces soient correctement diffusées sur un écran de 6 pouces, il faut aussi bien se dire que les candidats n'ont pas tous non plus leur CV à l'intérieur de leur téléphone portable. Donc, l'un des écueils, c'est de ne pas mettre de bouton Apply with LinkedIn ou postuler avec votre CV depuis Dropbox ou depuis Google Drive. Il faut bien penser que tous les candidats n'ont pas leur CV dans leur téléphone. Pour autant, ils sont les 3/4 à postuler depuis leur smartphone. Donc, ça veut dire qu'il faut bien travailler sur votre site carrière, qu'il soit sur PC, qu'il soit sur smartphone. Il faut bien adapter la totalité des contenus à une version mobile. L'objectif, c'est vraiment de transformer les internautes en candidats. Et donc, sur un site carrière, le candidat cherche à postuler, pas forcément à se renseigner sur la société. L'objectif, c'est de le transformer en candidat. C'est bien avant qu'il va se renseigner sur vos valeurs, sur le processus de sélection, sur tout un tas d'autres éléments que vous voulez mettre à sa disposition. Mais au moment où il est en train de faire l'acte de postuler, il faut mettre absolument aucun frein. Ça veut dire que sur un mobile, par exemple, les textes doivent être un petit peu plus courts. Il faut que le job soit énoncé rapidement. Il faut que les éléments, si c'est un CDI, si c'est un CDD, soient au-dessus de la ligne de flottaison. Je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure avec concrètement ce que ça veut dire. La ligne de flottaison, c'est ce que l'on voit au-dessus de l'écran sans avoir besoin de scroller directement avec sa souris. L'idée, c'est aussi de différencier les contenus de l'annonce en fonction des supports. On peut avoir des contenus beaucoup plus longs, d'annonces beaucoup plus longues sur des sites carrières. Ça va faire notamment du SEO. Donc le SEO, c'est le référencement Google. Ça va bien valoriser votre référencement Google à vous, sur votre site à vous. Par contre, sur les job boards et sur les réseaux sociaux, on peut avoir des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus light, parce que les candidats vont zapper en fait beaucoup plus vite et vont prendre une décision beaucoup plus rapide de est-ce que je vais postuler, est-ce que je ne vais pas postuler. Il faut aussi différencier la qualité de la quantité. Il peut être très intéressant d'être sélectif dans le contenu de vos annonces. Et de façon très contre-intuitive, finalement, c'est notamment sur des profils pénuriques qu'il est important de bien filtrer les candidats que vous allez avoir sur vos annonces. Et donc d'être très sélectif et de bien distinguer les compétences impératives que vous souhaitez avoir et les compétences dont vous n'avez pas besoin non plus. Donc l'idée, c'est vraiment plus vous allez cibler, plus vous serez légitime auprès de vos candidats et aussi en interne auprès de vos managers. Le contenu de l'annonce permet vraiment de bien cibler qui va postuler pour ne pas avoir trop de candidatures non plus et pour finalement valoriser votre image et votre marque employeur également à travers les différentes annonces que vous publiez. Le choix des job boards est également un élément très très important. Par exemple, vous n'allez pas forcément publier une annonce d'un développeur web sur Cadre Emploi. Vous n'allez pas forcément publier une annonce de préparateur de commandes sur Cadre Emploi. Alors, chez Kiss My Job, d'ailleurs, on a des moyens pour vous indiquer quels sont les meilleurs job boards les plus adaptés à vos annonces. On est également agence de ComRH et on a tous ces retours d'expérience dont on peut vous faire part. Alors, ensuite, une fois que le candidat est arrivé sur votre espace de candidature, c'est important de ne pas le démotiver. Et d'ailleurs, il y a une petite question qu'on voulait vous poser sur la lettre de motivation. Oui, qui s'affiche normalement à droite de votre écran. Donc, on a une statistique à partager avec vous concernant la lettre de motivation. On sait aujourd'hui que, avec toutes les statistiques que l'on fait sur les sites carrières, que 50% des candidats abandonnent leur processus de candidature s'ils ont une lettre de motivation qui leur est rendue obligatoire quand ils postulent. Ça veut dire qu'il y a 50% des candidats qui s'en vont du formulaire s'ils sont obligés de télécharger une lettre de motivation. Ça, c'est vraiment un écueil que l'on voit encore aujourd'hui et que finalement, seules les très grandes entreprises type L'Oréal ou IBM, par exemple, peuvent se permettre parce que finalement, une lettre de motivation, c'est plus un test pour voir si le candidat est réellement motivé ou pas. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Un autre élément, par exemple, c'est de rendre le login et le mot de passe obligatoires lorsqu'un candidat postule. Là aussi, on a un nombre de candidats extrêmement important qui s'en vont du formulaire de candidature,
lorsqu'ils sont obligés de créer un login, un mot de passe. C'est 62%, c'est quasiment les 2/3 des candidats qui s'en vont lorsqu'ils sont obligés de créer un login, mot de passe. Donc ça aussi, c'est un écueil qu'on vous invite à vraiment éviter au maximum parce que ce n'est pas du tout pertinent. On est capable, en fait, comment on a ces statistiques? On est en fait capable d'analyser le comportement du candidat en ligne. On met tout un tas de systèmes pour traquer le comportement du candidat sur votre site web. Et en analysant ce comportement, on s'est rendu compte en fait que il est important de ne pas avoir trop de questions qui soient posées au candidat sur le formulaire. On s'est rendu compte qu'à partir de 3 ou 4 questions complémentaires, eh bien, on a un taux de candidats très très important qui vont s'en aller en cours de candidature et qui ne vont pas vous laisser leur CV et leurs données personnelles. Ces 3-4 questions, c'est des questions qui sont en plus du CV. Parce qu'évidemment, le nom, le prénom, l'adresse, tout ça, vous l'avez dans le CV. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'on pré-remplit tout directement dans le formulaire de candidature. Ce qui est important dans ces questions-là, c'est par exemple la mobilité géographique du candidat qui n'est pas indiquée dans son CV. C'est tous ces éléments-là qui sont importants pour vous en phase de présélection des candidatures. J'ai la stat sur les lettres de motivation. Donc, on est dans les clous puisqu'on dit qu'on a 46% des répondants qui ne demandent pas de lettre de motivation et uniquement 27% que pour certains postes. Donc, on a une grande majorité qui ont passé le cap. Bravo, félicitations. C'est effectivement une bonne pratique aujourd'hui. Alors ensuite, il faut bien distinguer qu'on a des candidats actifs et des candidats passifs. Alors les candidats actifs, c'est ceux qui recherchent activement un job ou qui veulent en changer. Et puis les candidats passifs, finalement, ce sont des candidats qui ont vu l'annonce passer et puis qui se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas postuler même si je suis en poste aujourd'hui, pourquoi pas postuler? Et ben, c'est surtout ces candidats-là qu'il ne va pas falloir freiner. En fait, on considère qu'un site carrière, c'est un peu comme un site de e-commerce. Sauf qu'au lieu de mettre sa carte bleue à la fin, et ben finalement, on met son CV à la fin. Mais finalement, c'est le même système. Il faut vraiment avoir le moins de freins possible au moment où, à la fin, on va mettre sa carte bleue ou au moment où, à la fin, on va mettre son CV. Il faut rassurer le candidat, il faut que ce soit simple et rapide. D'autant plus que les mauvaises expériences de candidature sont partagées. 72% des candidats qui ont une mauvaise expérience de recrutement partagent cette mauvaise expérience en ligne avec des collègues ou avec des connaissances. Ça, c'est une source. La source, c'est la Superagence. Donc, c'est important vraiment de faciliter la vie aux candidats. Et quand on parle justement de faciliter la vie aux candidats, c'est aussi, une fois que vous avez réussi à obtenir son CV, c'est communiquer avec lui et lui donner de la visibilité sur ce qui se passe chez vous. Et on a trouvé une stat qui est intéressante, qui est de dire donc c'est Robert Half, un grand cabinet, qui dit que la majorité des recrutements sont bouclés entre 2 et 5 semaines. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'était que c'est une étude de 2018. Alors OK, on n'est pas très c'est pas très récent, me direz-vous, et en fait, on se dit: «Mais en 2022, est-ce qu'on est toujours sur ce chiffre-là? Est-ce qu'on n'a pas accéléré?» Je vous donne un exemple chez nous, chez Assis. On est dans l'IT, donc sur des profils assez, demandés, assez pénuriques, et on voit clairement une accélération des délais de recrutement. On peut avoir des recrutements qui se bouclent en à peine une semaine parce qu'il y a de la concurrence, en fait, avec d'autres éditeurs, d'autres sociétés qui recherchent. Donc on est en plein là-dedans. Merci pour cette information, pour cette statistique aussi. Moi, j'en ai une autre à partager avec vous. C'est que 45 jours après avoir postulé à un emploi, 84% des candidats disent qu'ils n'ont pas reçu de réponse de la part de l'employeur. Alors ça, c'est tout à fait incroyable parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui existent, avec tous les ATS, avec les modules recrutement des différents SIRH, on devrait obligatoirement répondre à tous ces candidats. C'est extrêmement simple de le faire, ne serait-ce qu'avec un accusé de réception. Il faut bien considérer que le candidat, il a fait un effort en postulant chez vous, il s'est renseigné sur votre marque employeur, il a pris du temps sur son CV, il a pris du temps dans le formulaire de candidature, un petit peu en tout cas, pas trop, et ben, il attend une réaction de votre part, ne serait-ce qu'un accusé de réception. Et puis, pas n'importe quel accusé de réception. On va éviter le « Madame, Monsieur, merci d'avoir répondu à l'annonce numéro 433 ». Il vaut mieux que ce soit plutôt « Bonjour, Monsieur Tristan Gibosset, merci d'avoir répondu à l'annonce concernant le poste de commercial ». Et puis, vous savez, il y a une phrase un petit peu sempiternelle qu'on voit souvent dans les accusés de réception, qui est si vous n'avez pas reçu de notre part de réponse d'ici 3 semaines, considérez que votre CV a été mis à la corbeille. Oups, pardon, dans notre CV Tech.
C'est vrai que les candidats, quand ils lisent ça, ils se disent, bah oui, bah sinon, mon CV, il est mis à la corbeille. Non, c'est une CV Tech et on va parler aussi des recherches que vous pouvez faire de candidats dans votre CV Tech. Eh bien, cette phrase, il vaut mieux la supprimer parce qu'il est très facile aujourd'hui d'avoir des boutons dans votre application qui vont permettre d'informer le candidat au moment où vous avez refusé sa candidature et pas 3 semaines plus tard. Il est très facile d'informer le candidat si vous avez présélectionné sa candidature aussi et de lui dire, par exemple, cher candidat, nous avons bien vu votre CV. Sachez que vous allez bientôt être appelé au téléphone pour un premier entretien téléphonique rapide, pour une première accroche. Tout ça, toutes ces informations-là, toute cette communication que vous pouvez faire auprès des candidats, elles peuvent être automatisées et il faut qu'elles le soient et il faut que ce soit personnalisé. L'idée, c'est de ne pas frustrer le candidat. Et donc d'envoyer automatiquement toutes ces informations-là si le candidat il est refusé ou pas. À chaque étape du processus de recrutement. Également, lorsque le candidat il est envoyé auprès du manager, on peut tout à fait lui envoyer un mail automatique pour dire « Cher candidat, ton CV a été partagé avec le manager, nous attendons la réponse du manager pour voir si il te convoque pour un entretien ou non. » Et c'est important également d'automatiser également la communication auprès des managers. Parce que les managers souvent ont l'impression d'être mis un petit peu de côté et c'est important de communiquer avec eux à chaque étape du processus de recrutement. On a même des clients qui renversent complètement le processus de sélection des candidats et qui disent bah, tiens, lorsque la candidature arrive, eh bien, je vais envoyer toutes ces candidatures au manager. Et c'est le manager qui va faire le premier filtre, qui va faire la première qualification des candidats. Alors, ça se voit notamment dans les environnements très techniques ou très technologiques, où on implique le manager dès le tout début et on renverse le process puisque le RH intervient dans un second temps. C'est important également d'avoir un process de qualité et donc peut-être que le candidat, en fait, il est déjà dans votre CV Tech. Peut-être que ça ne vaut pas forcément le coup de publier une annonce ou de faire appel à un cabinet de chasse de tête. On a des clients qui font des recherches dans leur CV Tech avant de publier une annonce et qui se rendent compte que oui, bah tiens, effectivement, j'ai déjà tout un tas de candidats qui sont pertinents, autant communiquer avec eux directement et leur envoyer que j'ai une nouvelle annonce à faire paraître. Et avant de la faire paraître, je les contacte eux, je réutilise ma CV Tech, ils se sentiront valorisés et ils se souviendront d'avoir été recontactés suite à une candidature qu'ils avaient peut-être faite 6 mois auparavant. Je rappelle, c'est 2 ans maximum vis-à-vis de la RGPD. Il y a une stat que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais que je voudrais quand même partager avec vous, qui était liée à la slide précédente, c'est que seuls 13% des candidats disent être contactés en cas de refus pour un poste, alors que 62% des recruteurs disent systématiquement contacter les candidats qu'ils ont refusés. Alors, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui ont une mauvaise perception, parce que ça ne va pas ensemble. 13% des candidats seulement qui sont contactés et 62% des recruteurs qui disent qu'ils contactent tous les candidats refusés. Il y en a forcément un des deux qui a un sujet de perception et de communication. Ce que je vous propose, c'est d'illustrer la présentation que je viens de vous faire à travers quelques écrans, rapidement, de l'application. Donc là, on est sur des tableaux de bord de pilotage d'activité. Je ne vais pas vous montrer ces tableaux de bord. Je vais commencer, par contre, à vous présenter, lorsque le candidat postule, il arrive sur un espace de candidature et il faut que, par exemple, sur cet espace de candidature-là, donc on est chez un client, Proteor, au-dessus de la ligne de flottaison, on voit qu'on a un petit moteur de recherche qui fonctionne avec des mots-clés et on voit au-dessus de la ligne de flottaison, donc qui est ici, là, quand je n'ai pas besoin de scroller, c'est tout ce que je vois au-dessus sans scroller, c'est ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Eh bien, je vois aussi que j'ai des annonces directement. Donc, je vais par exemple faire une recherche sur un magasinier. On pourrait rajouter par exemple un lieu géographique. Quand on est sur le contenu d'une annonce, au-dessus de la ligne de flottaison, on a bien le titre, on a bien les éléments principaux, donc le salaire, que c'est un CDI, que l'annonce a été publiée il y a que quelques temps et que ça vaut encore le coup de postuler. On a le bouton postuler aussi au-dessus de la ligne de flottaison, c'est important qu'il apparaisse sans avoir besoin de scroller tout en bas aussi. Et puis on a aussi tous les éléments de partage pour éventuellement rendre virale cette annonce si le candidat trouve que cette annonce est pertinente.
Et puis là, dans le formulaire de candidature, la première chose qu'on pose, la première demande qu'on a auprès du candidat, c'est d'abord de télécharger son CV. On ne lui demande pas d'abord son nom, son prénom, son adresse, tout simplement parce que lorsqu'il va télécharger son CV, eh bien son CV va venir pré-remplir automatiquement le formulaire de candidature. Alors on voit ici que la lettre de motivation, elle est proposée. On est sur un CDI, par exemple, on pourrait ne pas la proposer sur un CDD ou sur un stage. On pourrait tout à fait adapter le formulaire en fonction du type de poste. C'est vrai qu'on va peut-être avoir envie de poser plus de questions pour un CDI, pour un directeur, et puis qu'il vaut mieux avoir moins de questions qui soient proposées pour un stagiaire, par exemple. Et là, comme on a pré-rempli les informations qui sont déjà dans le CV, on peut poser des questions subsidiaires au candidat, notamment par exemple sur sa zone géographique, qu'on n'invente pas, qui n'est pas notée dans son CV, sur le rayon de la zone géographique, sur sa date de disponibilité. Pareil, c'est quelque chose qui n'est pas dans le CV et qui est important, évidemment, pour le recruteur. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Juste une petite coche RGPD, ne l'oubliez pas. Là aussi, alors on n'est pas dans le sujet de la communication candidat, mais mine de rien, la RGPD est aussi un élément important. Et là, on est sur l'opt-in obligatoire dans vos formulaires de candidature. Donc là, si j'étais candidat, je postulerais à mon poste de magasinier gestionnaire de stock. Et dans l'application, on va avoir la liste de l'ensemble des postes à pourvoir. Et pour chacun des postes à pourvoir, on va voir le nombre total de candidatures reçues. Et ce que l'on voit apparaître ici sur la droite, c'est le nombre de candidats par étape du processus de recrutement. Donc en fait, en un clin d'œil, je vois où j'en suis dans mon processus de sélection et je vais vous montrer comment on traite les candidatures. Alors évidemment, lorsque le candidat postule, il reçoit un accusé de réception automatique et personnalisé, mais aussi, lorsque je vais dire que ce candidat, je le rejette parce que son CV n'est pas pertinent, eh bien, il peut là aussi recevoir un mail de refus automatiquement. De la même façon, lorsque je le valide et qu'il va passer à l'étape suivante du processus de sélection, ça pourrait, pourquoi pas, l'informer en lui disant « Nous avons prescreené ton CV, nous avons analysé ton CV et nous avons la joie de te dire que tu vas bientôt être appelé au téléphone pour un premier entretien téléphonique. » Alors évidemment, on peut scorer les candidatures, on ouvre le CV rien qu'en glissant le curseur sur la pièce jointe pour aller très vite. Et puis, on parlait également d'automatiser les actions qu'on peut faire auprès des managers. Là, par exemple, James Cameron, je pourrais le passer en entretien RH, je pourrais le passer en proposé manager aussi. Et au moment où je le passe en proposé manager, un mail automatique pourrait partir auprès du candidat, un mail automatique pourrait partir auprès du manager lui aussi. C'est important que le manager soit bien intégré et qu'il ait des notifications, qu'il soit automatiquement informé. D'ailleurs, le mail part auprès du manager et dans le mail, le manager a un lien et quand il clique sur le lien, il va arriver sur cette interface pour donner son avis sur James Cameron, en l'occurrence ici. Donc voilà, je ne voulais pas vous montrer tout un tas d'écrans, je ne vais pas vous noyer sous une grande démonstration, mais l'idée c'était justement d'illustrer un petit peu les propos qu'on a tenus jusqu'à maintenant. Pour synthétiser un petit peu les grands avantages et les grands gains, en fait, il y a des gains évidents de productivité, puisqu'il n'y aura plus aucune action administrative et chronophage. On va essayer d'automatiser toutes ces actions-là. On a également un gain d'image, puisque l'idée, c'est de valoriser votre image et votre marque employeur à travers un site de candidature simple et fluide et intuitif auprès des candidats. Et puis, on va gagner également en réactivité, puisque on va publier les annonces automatiquement en ligne sur les différents job boards, avec des systèmes de multidiffusion, bien entendu. Donc ça permet d'aller plus vite. On va être plus réactif vis-à-vis des candidats et puis plus réactif vis-à-vis des managers également, qui souvent ont l'impression d'être un peu mis à l'écart tant qu'ils n'ont pas reçu des candidatures. Ils se demandent toujours où en est le processus. C'est important de bien communiquer aussi auprès des managers et d'être réactif auprès d'eux. Coupé. On vous donnera aussi dans la présentation un lien vers un témoignage client qui utilise la solution de gestion des recrutements et pour qui réellement ça a été un vrai changement. Ceux qui disent que ça a changé leur vie dans la gestion de tous ces sujets-là, on vous mettra le lien. Parfait.
Eh bien, écoutez, d'abord, un grand merci Delphine et Tristan. Je vais conclure très rapidement pour laisser peut-être plus de temps aux questions-réponses parce qu'il y a des questions très intéressantes qui ont été posées et qu'on a mis en favori pour pouvoir y allouer un peu de temps. Moi, en synthèse, ce que je voulais simplement faire en conclusion, c'est remettre en perspective, au travers de cette cartographie que vous avez à l'écran, le fait que cette thématique recrutement qu'on a creusée ensemble aujourd'hui, elle ne représente qu'une petite partie des fonctionnalités qui sont couvertes dans nos solutions chez Assis. On est bien sur une approche SIRH globale et donc en l'occurrence cette brique recrutement qu'on vient de voir, elle est nativement conçue pour ensuite passer le relais à un module onboarding, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, pour piloter non plus l'embauche mais l'intégration du collaborateur et puis ensuite tout un tas de modules en termes de gestion des talents, en termes de gestion de la formation, en termes de GTA qui vont permettre finalement après de suivre le collaborateur tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Voilà. Donc c'est vous dire que on aura effectivement le plaisir de donner suite à vos besoins et à vos demandes sur la partie recrutement, mais également la capacité d'adresser des projets plus larges et SIRH plus complets. Voilà. On a d'ailleurs dédié effectivement, on l'avait évoqué tout à l'heure, un précédent webinaire sur la partie onboarding si vous avez besoin de vous y référer. On vous mettra le lien pour aller rechercher ce webinaire en replay sur notre blog. Et concernant le onboarding, une petite statistique qui nous est donnée par RMS News, 4% des nouveaux employés quittent leur emploi après un premier jour désastreux. Donc ça, c'est assez impressionnant. Il y a quasiment un candidat sur 20 qui s'en va après un mauvais premier jour. Il faut savoir que le onboarding, en fait, il débute pendant la phase de sélection des candidats. Il débute auprès du RH et auprès du manager. Et c'est donc le webinaire qui vous est proposé par Aziz est très pertinent sur ce sujet. Alors, on va prendre des questions. Il y a quelques questions. On arrive au terme du timing, donc c'est parfait. On peut continuer encore juste les slides. Je pense qu'il y en a une autre, une dernière. Alors, les questions, on en a quelques-unes. Alors, d'abord, on a eu pas mal de réactions sur la lettre de motivation. Oui. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Tristan, ça a fait écho Oui. à ce qu'on se disait en préparation, en disant que parfois, ça peut être un bon outil quand même pour identifier des compétences, pour repérer des parcours un peu atypiques ou pour voir si réellement ça colle Moi, avec la société. je voudrais simplement, avant que Tristan nous en témoigne peut-être de manière encore plus technique, mais rappeler que là, on est bien sur le fait de trouver des solutions pour ne pas faire fuir les candidats. D'accord? Et donc, on considère par étude de l'internaute que lorsqu'on rend la lettre de motivation obligatoire, vous n'avez même pas sa candidature. Donc finalement, c'est vous les perdants. Donc le fait que vous souhaitiez ensuite visualiser des capacités de synthèse, des capacités des qualités rédactionnelles sur une lettre de motivation, le fait que vous l'intégriez ensuite dans votre processus de recrutement peut toujours avoir lieu et on vous le conseille si vous avez besoin effectivement de vérifier les compétences du candidat, bien entendu. Mais là, on est vraiment, nous, sur le fait de vous donner ces conseils et ces informations déjà pour que cette personne candidate et que vous ne passiez pas à côté. Alors la bonne pratique par rapport aux lettres de motivation, c'est de déjà exprimer au candidat le poste. Ça, il ne peut pas vous parler de sa motivation s'il ne connaît pas bien les enjeux et les missions du poste. Donc, c'est très pertinent de lui faire une lettre de motivation, par exemple, après un premier entretien. Et souvent, c'est intéressant de le faire même après un premier entretien physique et qu'il fasse sa lettre de motivation juste après le premier entretien, parce que ça vous permet de vérifier s'il a bien compris ce que vous lui avez dit, ça vous permet de vérifier sa capacité de synthèse, et puis ça vous permet accessoirement de vérifier son niveau d'orthographe. Mais la lettre de motivation, quand c'est au tout début du processus de sélection de candidats, quand c'est au moment de la candidature, c'est ce que disait Romain, c'est un frein très très important. Et vous, ce qui vous importe, c'est de réceptionner les candidatures et d'avoir un maximum de données personnelles et de candidats que vous pourrez sélectionner dans un deuxième temps. On a aussi des remarques sur, je pense qu'on a ton avis aussi Tristan, sur la célèbre réponse si vous n'avez pas de réponse d'ici 2 semaines, considérez que vous n'êtes pas retenu. C'est un peu comme STV Tech poubelle. Oui, alors ça, c'est une phrase qu'on voit extrêmement fréquemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le candidat, donc du coup, il est obligé d'attendre 15 jours, 3 semaines, et de se dire, bon, bah, ça veut donc dire que mon CV n'a pas été retenu. Alors que, en fait, en réalité, le temps que passent les recruteurs sur les CV, déjà, ils voient pas tout, souvent, ils ne voient pas tous les CV.
Et en plus, les recruteurs, j'avais d'autres stats, mais je les ai plus sous les yeux. En moyenne, je crois que c'est une trentaine de secondes qui sont passées par CV. Ça veut dire qu'en 30 secondes, les recruteurs décident si le candidat il est refusé tout de suite ou si on va analyser plus en détail sa candidature. Ça ne coûte rien d'informer le candidat au bout de 30 secondes que vous n'avez finalement pas retenu sa candidature. Alors la bonne pratique, évidemment, si le candidat il a postulé le 4 février et que vous lui envoyez un mail de refus, donc il a postulé le 4 février à 11 heures, vous voyez sa candidature à 11h10, il reçoit un accusé de réception à 11h01 et qu'à 11h11, il va recevoir un mail pour dire qu'il a été refusé, ce n'est pas une bonne pratique. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un délai entre le moment où vous cliquez sur le bouton « Refuser le candidat » et le moment où il va recevoir un mail automatisé et personnalisé de refus. C'est bien de l'envoyer 2-3 jours au moins après sa candidature. Alors, on a des questions aussi autour de la présentation. Donc, est-ce que ce que vous présentez, c'est bien ce qu'on appelle un ATS? Absolument, oui. Un ATS, donc Applicant Tracking System. Nous, on fait un mélange entre une solution donc, de gestion de candidature et un CRM candidat qui, en fait, permet de retrouver des candidatures dans la base de données et de recommuniquer avec eux et donc de faire des recherches précises par mots-clés, par compétences, par critères dans l'application. Oui, donc c'est tout à fait un ATS avec une brique image employeur et espace de candidature en ligne. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de ces messages, de ces enseignements, c'est que l'ATS embarque, comme vous l'avez vu par la démonstration, par la preuve, embarque les bonnes pratiques qui ont été finalement présentées en début de webinaire. C'est-à-dire le fait que derrière l'outil, il est au service de la bonne pratique. Il n'est pas là pour apporter des contraintes. Je vois des commentaires complémentaires dans le chat. Je n'ai pas la main sur le format pour la diffusion. Voilà. À partir du moment où l'outil vous contraint et où l'outil va à l'encontre de la bonne pratique et que concrètement, vous savez que vous avez un taux de drop-off de 50% des candidats qui sortent du circuit, qui ne candidatent même pas parce que ce n'est pas accessible sur mobile ou qui ne peuvent pas déposer le CV, ou qu'il faut qu'ils renseignent un formulaire de 50 champs à la main, à partir du moment où vous savez ça, l'outil qui vous équipe doit pouvoir se mettre totalement en conformité par rapport à ces pratiques. C'est tout l'intérêt d'un ATS, d'un équipement, d'abord pour gagner les temps précieux dont on a parlé, et également pour appuyer la bonne pratique. Alors après, effectivement, on a des remarques ou des questions qui sont plus liées à des situations. Je pense, tu parlais du formulaire. On a une question, c'est votre outil fonctionne-t-il avec un formulaire de candidature tout neuf de notre site internet? J'ai pas entendu, excuse-moi. On a des questions un peu plus personnelles sur des cas particuliers. C'est par exemple, votre outil fonctionne-t-il avec notre formulaire de candidature tout neuf de notre site internet? Là, faut voir. En fait, oui, alors ça peut fonctionner. Nous, on a plein de systèmes. Ça peut fonctionner par API notamment. Donc, votre site peut aller chercher les questions directement dans notre application pour les afficher sur votre formulaire. On peut aussi tout simplement remplacer le formulaire, même s'il est tout neuf. Désolé, si les bonnes pratiques ne sont pas en phase, eh bien, il vaut mieux peut-être remplacer quelque chose de tout neuf si ça ne vous rend pas assez service et si ça ne transforme pas assez de candidatures, enfin, si ça ne transforme pas assez de candidats d'internautes en candidats. C'est vrai que ouais. Le travail de fond qui a été réalisé dans l'élaboration de votre formulaire sera de toute façon réemployé dans le cadre de la mise en place de l'ATS et du site carrière éventuellement directement relié, qui pourrait être intégré au projet. Dans la majeure partie de nos projets, le site carrière, la page web qu'on vous a montrée tout à l'heure, est directement intégrée dans le projet. Voilà. Après, c'est plus spécifiquement que si vous avez un site imposé, on va plutôt à ce moment-là étudier des flux pour pouvoir récupérer et poster des informations. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il faut adapter systématiquement vos formulaires en fonction des postes, hein. Vous n'allez pas forcément avoir le même formulaire pour un stage qu'un formulaire pour un CDI, pour un directeur général. Le formulaire doit s'adapter à l'enjeu de connaissance d'information du candidat pour pouvoir le présélectionner. Sur un poste de cariste, vous avez besoin de bras et de disponibilité.
et donc de disponibilité sans doute très rapide, alors que sur un poste pour du marketing, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup plus de candidatures qui arrivent sur des postes de marketing. Là, vous pouvez être beaucoup plus sélectif en mettant un maximum de questions dans le formulaire de candidature pour finalement bien vérifier quels sont les candidats qui sont les plus motivés. Finalement, la longueur du formulaire de candidature, elle teste pas tellement la motivation du candidat pour de nombreux postes, elle teste plus l'acharnement du candidat. La statistique est la suivante: si le candidat a l'impression qu'il va mettre plus de 20 secondes à postuler en ligne, il y a quand même 72% des candidats qui s'en vont si le formulaire est trop long à compléter, et ce trop long, c'est à peu près une vingtaine de secondes. OK. On avait des questions au début, je reprends un petit peu, c'est, quel pourrait être, l'outil pour déposer des offres autres que LinkedIn? Alors, nous, on n'est pas seulement ATS, on a également une partie agence de communication RH. Et donc, le rôle d'une agence de communication RH, c'est aussi d'indiquer quels sont les bons job boards, quels sont les bons réseaux sociaux, quel est le bon contenu rédactionnel de toutes ces annonces, et de vous aider à faire des choix, parce qu'il existe aujourd'hui des centaines, voire même des milliers de job boards différents. C'est le rôle d'une agence de com de vous orienter là-dessus. Il y a un deuxième intérêt à cette agence, c'est de vous aider également à mieux négocier vos tarifs auprès de ces achats job board qui peuvent être particulièrement chers. Techniquement parlant, pour compléter, effectivement, on a tout à l'heure mis en avant l'exemple du posting automatique sur LinkedIn. Bien entendu, on va avoir nativement intégré au sein de l'ATS la possibilité de déclencher le multi-posting vers les principaux job boards sur lesquels on est déjà pré-câblé et sur lesquels, effectivement, derrière, en une seule transaction, si je puis dire, vous multi-publiez automatiquement. Ouais, je vais le montrer rapidement du coup. Ou peut-être préciser les principaux, les Ouais. principaux job En boards qui fait, sont impliqués. là, on voit sur quel job board les annonces ont été publiées, avec les dates de publication et de dépublication. Et puis, tout simplement, pour publier une annonce sur différents job boards, on va pouvoir cocher, moi, je veux l'envoyer sur Cadre Emploi, sur Monster, sur Météo Job, et puis sur LinkedIn, par exemple. Il peut évidemment y avoir bien d'autres job boards, hein, mais voilà, l'idée, c'est de faire de la multidiffusion très rapidement en publiant des annonces aussi simplement qu'avec un clic. On prend encore, il est 38 années. Une dernière question sur à partir de quand est-ce pertinent de s'équiper d'un ATS, et une autre qui est liée, qui est est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût? Il y a 2 questions en une là. Alors, la pertinence pour s'équiper d'un ATS, en fait, elle dépend. Alors, on peut dire que souvent, à partir d'une quinzaine de recrutements par an, ça peut être pertinent de s'équiper d'un ATS. En tout cas, ce sera rentable financièrement entre le temps gagné, valorisé, et le coût de l'ATS. Après, il faut aussi voir que ça dépend aussi de la problématique de recrutement. Il peut aussi y avoir des cabinets de recrutement avec des recruteurs qui font que 6 ou 7 recrutements par an, mais qui connaissent un tas de détails, enfin un nombre de détails tellement importants sur chacun des candidats, ils les connaissent sur le bout des doigts, et donc ils ont besoin de cartographier toutes ces informations précises, tous ces commentaires qu'ils ont sur les candidats. Et finalement, c'est pas le volume de candidature, c'est finalement le nombre d'informations connues candidat par candidat. Donc, il faut bien voir, ça peut être en fonction d'un volume de recrutement, ça peut être en fonction d'un volume de candidature, ça peut être en fonction d'un volume d'informations candidats que l'on a à connaître, dans des milieux très techniques ou très technologiques, par exemple. Le coût, en fait, il va varier en fonction du volume de recruteurs. Il va varier aussi, il peut varier en fonction du volume de candidatures et donc de stockage d'informations. On a des clients qui vont travailler à partir d'une centaine d'euros par mois. On a des clients qui vont avoir des solutions de recrutement à plusieurs milliers d'euros mensuels, parce que c'est des gens qui vont faire un volume de recrutement très, très important.
Ça me permet de boucler avec une autre question simplement qui est assez connexe, hein. Concernant le fait que le logiciel Assist est un logiciel qui est utilisé également par les salariés existants et pas seulement pour les candidats. Effectivement, et c'est aussi important, par exemple, dans l'approche tarifaire qui a été évoquée, demandée il y a dans l'autre question, la précédente question. Oui, les solutions Assist, hein, on est sur des solutions Premium RH, SOAR 6 Chronos. Ces solutions, et là en particulier Premium RH qui va proposer ce module comme étant son module de recrutement, va permettre non seulement de fait la gestion du candidat amont, à son entrée dans l'entreprise, au sein de ce module recrutement, puis en tant que nouvel entrant dans un module onboarding, en tant que salarié dans un module de gestion de la formation, de gestion des talents, de gestion de notes de frais, de gestion de congés, et ainsi de suite. Donc voilà, effectivement, la solution utilisée permet de gérer aussi les collaborateurs et pas seulement les candidats. Et c'est effectivement par rapport à ça qu'une tarification ensuite sur mesure vous est Aux donnée quand collaborateurs. vous nous soumettez votre projet par rapport au périmètre fonctionnel que vous souhaitez adresser et au nombre de collaborateurs que vous avez en base. On a une question sur la multidiffusion, toujours. Est-ce qu'elle est possible sur les job boards étrangers? Tout à fait. Oui, oui, absolument. Ok. Il n'y a pas de contrainte particulière. Et une question vraiment intéressante pour le coup, c'est est-ce qu'un ATS, c'est vraiment pertinent pour les collectivités territoriales? Ah. Dans les collectivités territoriales, il y a des particularités, notamment sur la convocation des jurys, par exemple. Mais finalement, vous êtes des recruteurs comme les autres. Vous publiez des annonces aussi, souvent sur la Gazette des communes, par exemple. Et donc, vous avez les mêmes problématiques, c'est de l'attractivité, de la fidélisation de candidats, de la recherche de candidats dans votre CV Tech, pour trouver des candidatures pertinentes avec des candidats qui auraient déjà postulé et donc réutiliser votre CV Tech. Vous avez les mêmes problématiques que les autres avec quelques détails qui sont différents sur la convocation des jurys, par exemple. Donc oui, c'est très pertinent pour une collectivité locale ou territoriale. Okay, je regarde si j'ai d'autres d'autres questions qui sont arrivées. Je pense qu'on en a pris pas Parler de mal. l'aspect multilingue de la solution, Tristan. Oui, l'application a été conçue, bien entendu, d'abord en anglais d'ailleurs, même si on est français d'origine. Elle a été conçue d'abord sur de l'anglais avec une vision worldwide et français, bien entendu, comme je vous ai montré sur la présentation. Après, on peut rajouter d'autres langues également si ce sont des besoins importants. Ouais. Mais souvent, on se rend compte que dans les grands groupes, c'est plutôt l'anglais qui va être très, très utilisé. Ok. Allez, on ferme là. On a pris pas mal de questions et un peu de retard. Dans tous les cas, vous allez recevoir... Sondage, je crois. Pardon? Il y avait une dernière question sous forme de sondage, je crois. Exactement. Et d'ailleurs, je l'ai ouvert. Et donc, vous avez un sondage qui est apparu sur la droite, normalement, de votre écran. Donc, on vous laisse y répondre tranquillement. C'est vraiment sur vos enjeux de recrutement, en fait. Hop, je laisse encore ouvert. On n'a pas beaucoup de votes, donc je laisse ouvert les votes. Hop. Et puis, on regardera après. Je peux fermer les votes si vous voulez. C'est pas très représentatif. On en a assez peu parce qu'on va conclure ce webinaire. Hop, je partage les résultats. Voilà, donc il y a quand même des gros sujets sur la marque employeur, notamment, pour attirer les candidats. On va couper là. Vous allez recevoir la présentation demain via Webikeo. Donc, vous allez pouvoir la visualiser. Vous aurez nos coordonnées dans la présentation. N'hésitez pas à nous contacter. On est bien sûr dispo. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que le recrutement, c'est très large. Donc là, on a abordé une petite partie du recrutement. Il y a plein d'autres questions sur le recrutement qui se posent. Posez-les-nous, dites-nous, on essaiera d'y répondre, ça nous intéresse d'avoir vos questions, envoyez-les-nous et puis on s'engage à vous répondre sur notre savoir-faire autour du recrutement sur ces questions-là, n'hésitez pas. On vous dit au revoir, merci de votre participation. Merci Encore pour votre merci écoute. pour votre interactivité. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.